Elle était seule à la fête de gala quand le millionnaire s'est approché et lui a murmuré à l'oreille « S'il vous plaît, faites semblant d'être ma femme ». Le velours carmin s'étalait comme une mer silencieuse au sommet du grand escalier du palais Garnier, où chaque pas résonnait avec une solennité presque sacrée. Les lustres scintillaient comme des constellations suspendues, jetant une lumière dorée sur les parures étincelantes des invités. Les rires discrets, les vers qui s'entrechoquaient, les notes d'un quatuor à cordes jouant dans l'angle d'une galerie. Tout semblait orchestré dans une perfection inaccessible. Camille Durand, 28 ans, était là, au cœur de ce ballet mondain. Et pourtant, elle n'y appartenait pas. Elle serrait dans sa main un carnet noir, son outil habituel de travail, griffonné de notes et de tâches à surveiller. Horaire des discours, emplacement des fleurs, signal pour le traiteur. Elle avait été appelée en dernière minute, quelques heures plus tôt, pour remplacer une collègue malade. Assistante de production dans une petite agence d'événementiel de Paris, elle avait souvent frôlé le luxe sans jamais vraiment en faire partie. Ce soir cependant, elle devait s'infiltrer dans l'élite, invisible et efficace, sans froisser aucune robe haute couture ni déranger un seul égo doré. Camille portait une robe sobre mais élégante, prêtée par la styliste de l'équipe, noire sans fioritures, qui contrastait avec les éclats dorés et argentés des invités. Ses cheveux, relevés à la hâte dans une coiffure improvisée, laissaient échapper quelques mèches rebelles sur sa nuque. Elle n'avait pas eu le temps de dîner, ni même de respirer depuis qu'elle avait mis les pieds dans ce temple de l'opéra, transformé pour une nuit en palais éphémère. Et malgré le tourbillon de lumière et de luxe, une sensation de vide s'installait lentement en elle. Camille observait les convives glisser de groupe en groupe, s'échangeant des regards complices, des bises mondaines, des promesses enrobées de champagne. Elle se tenait près d'une colonne de marbre, tentant de s'effacer, de se fondre dans le décor. Son rôle n'était pas de briller, mais de veiller à ce que les autres le fassent sans accroc. Pourtant, au fond d'elle, une part silencieuse espérait être vue. Juste un instant. Être reconnue non pour ce qu'elle organisait, mais pour ce qu'elle était. Elle fit un pas vers le buffet, attirée par l'idée d'un verre de champagne qui calmerait peut-être le poids de sa solitude. Mais à peine avait-elle tendu la main vers une flûte cristalline qu'une pression légère sur son épaule la fit se retourner. Un frisson, d'abord. Puis une voix basse, urgente, presque un souffle. « S'il vous plaît, faites semblant d'être ma femme. » Maintenant. Camille cligna des yeux, stupéfaite. Devant elle se tenait un homme grand, élégant, au regard perçant, l'air à la fois sûr de lui et visiblement sous tension. Il portait un costume sur mesure bleu nuit, une montre discrète mais indubitablement hors de prix, et un léger parfum boisé qui lui donnait une aura presque cinématographique. Ses yeux, d'un gris orageux, la fixaient avec une intensité qui ne laissait place à aucun doute. Ce n'était pas une plaisanterie. « Pardon ?» balbutia Camille, le souffle court. Mais il n'attendit pas. Il prit sa main, naturellement, comme s'ils avaient répété ce geste 1000 fois, et l'entraîna dans la foule. Elle sentit les regards se tourner vers eux, les murmures naître derrière leur passage. Elle ne comprenait rien. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle venait de passer du statut d'invisible à celui de centre de l'attention. Son cœur battait fort, son esprit cherchait des explications, mais ses jambes suivaient le mouvement. Il marchait vite, mais pas trop. Il donnait l'image d'un homme pressé, par l'amour, ou du moins c'est ce qu'il semblait vouloir faire croire. Ils s'arrêtèrent devant un petit groupe de personnes élégamment vêtues qui les observaient avec curiosité. L'homme, qui ne s'était toujours pas présenté, passa un bras autour des épaules de Camille, avec une familiarité étonnante, et annonça d'une voix assurée. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter ma femme, Camille Morel. » Le silence qui suivit fut bref, mais lourd. Camille sentit les regards la scruter, évaluer sa robe, sa posture, sa légitimité. Elle esquissa un sourire, incertaine, mais s'efforça de ne pas vaciller. « Enchantée, dit-elle simplement, d'une voix plus stable qu'elle ne l'aurait cru. L'un des hommes dans le groupe, un Allemand, à en juger par son accent, hocha la tête avec approbation, tandis qu'une femme blonde, à la beauté tranchante, la fixait avec un demi-sourire qui n'était ni amical ni hostile. Juste, interrogatif. Camille jouait un rôle qu'elle n'avait jamais appris. Elle ne connaissait pas les règles, encore moins les répliques. Mais quelque chose en elle, peut-être une vieille intuition de comédienne frustrée, s'activa. Elle redressa les épaules, posa sa main sur le bras de son prétendu mari,
et se fondit dans la mascarade. Le reste de la soirée se déroula dans une brume d'absurdité maîtrisée. Camille répondait à des questions vagues avec des phrases prudentes. Elle parlait peu, souriait beaucoup. L'homme, Théo, elle l'entendit appeler ainsi, menait la danse verbale avec brio, laissant peu de place au doute. Ils étaient un couple, du moins aux yeux de ceux qui les observaient. Mais derrière les sourires, Camille cherchait des réponses. Qui était-il réellement? Pourquoi elle? Pourquoi ce soir? Et surtout, combien de temps cette illusion allait-elle durer? Ce n'est qu'au moment où ils s'éloignèrent du groupe, dans un coin plus discret du salon impérial, qu'elle sentit sa main relâcher la sienne. Il soupira longuement, comme un homme qui venait d'échapper à une chute. Puis il la regarda enfin droit dans les yeux. « Je suis désolé de vous avoir entraîné là-dedans sans prévenir. Je vous expliquerai tout. Mais je vous en supplie, continuez à jouer le jeu. Juste pour ce soir. » Il y avait dans sa voix un mélange d'urgence et de sincérité qui désarma Camille. Tout en elle criait de fuir, de refuser, de remettre les choses à leur place. Mais au fond, une autre voix, plus douce, plus curieuse, murmurait. Et si ce mensonge était le début de quelque chose de vrai? Et tandis que la musique reprenait dans le grand salon et que les convives dansaient sous les dorures, Camille sentait qu'elle venait de franchir un seuil, le sien. La lumière tamisée du salon impérial donnait au visage un éclat irréel, comme si chacun portait un masque de cire. Le murmure incessant des conversations mondaines se mêlait au cliquetis délicat des couverts d'argent. Pourtant, dans cette ambiance de luxe feutré, Camille sentait son cœur battre trop vite, comme si son corps n'avait pas encore compris qu'elle ne jouait plus un rôle de l'ombre. L'homme qui l'avait entraînée dans cette mascarade, Théo, selon ce qu'elle avait entendu, marchait d'un pas déterminé, la guidant vers une porte latérale dissimulée derrière une tenture brodée. Elle n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait. Elle avait accepté, sans réfléchir, de jouer un rôle improvisé. Et maintenant, elle était emportée dans un scénario qui semblait écrit par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait pas pris la peine de lui demander son avis. Ils pénétrèrent dans une pièce plus calme, une sorte de bibliothèque privée. Des rayonnages couverts de volumes anciens bordèrent les murs, et au centre trônait une table basse, entourée de 2 fauteuils en velours vert bouteille. Théo referma la porte derrière eux et s'appuya quelques secondes contre le bois massif, comme s'il cherchait à reprendre son souffle ou à gagner du temps. Camille, encore légèrement étourdie par la tournure des événements, croisa les bras. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-elle d'une voix ferme qui trahissait à peine son trouble. Théo la regarda. Pour la première fois, elle vit son visage sans le masque mondain. Il n'était plus l'homme sûr de lui, sûr de ses gestes. Il avait l'air fatigué, épuisé même, mais pas dangereux, juste pris au piège. « Je sais que c'est absurde, et je m'excuse sincèrement, dit-il, mais j'avais besoin de vous, à cet instant précis. » Camille fronça les sourcils. Elle ne comprenait toujours pas. « Pourquoi moi? Vous auriez pu demander à n'importe quelle femme ici présente. Elles auraient accepté sans hésiter, j'en suis sûr. » Un léger sourire amer traversa le visage de Théo. Justement, elles auraient accepté, mais pour de mauvaises raisons. Ou alors elles auraient profité de la situation. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a rien à gagner, de quelqu'un qui ne joue pas. Elle le fixa, interdite. Et vous pensez que je suis ce genre de personne? Je vous ai observé, depuis que vous êtes entré. Vous n'êtes pas comme les autres, vous ne cherchez pas à briller. Vous êtes là pour faire votre travail, discrètement, efficacement. Et vous ne connaissez personne ici. C'est pour ça que je vous ai choisi. Camille n'était pas sûre de devoir se sentir flattée ou inquiétée, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait, une franchise, une détresse, qui la désarmait. Très bien, vous m'avez choisi. Et maintenant? Il la regarda droit dans les yeux. Maintenant, je dois vous demander un service qui dépasse largement les limites du raisonnable. Mais je n'ai plus le choix. Il fit quelques pas dans la pièce, nerveusement, puis s'arrêta devant l'une des fenêtres. Dehors, Paris scintillait sous le ciel nocturne. Il ne se retourna pas quand il parla à nouveau. « Je dois convaincre un groupe d'investisseurs étrangers que je suis un homme stable, marié, prêt à reprendre l'entreprise familiale. Si je ne le fais pas ce soir, je perds tout. » Camille sentit son estomac se nouer. « Et cette entreprise, c'est si important que ça. » Il se retourna, cette fois avec une intensité nouvelle dans le regard. « Ce n'est pas qu'une entreprise, c'est le travail de toute une vie,
celui de mon grand-père surtout. Il m'a élevé comme un père, et il a posé une condition dans son testament. Je dois être marié avant mes 35 ans pour prendre la direction du groupe Morel. J'ai 35 ans dans 2 jours. Un silence pesant s'installa. Camille se laissa tomber sur un fauteuil abasourdi. Le nom Morel lui évoquait quelque chose. Elle l'avait entendu dans les médias, associé à des produits de luxe, à des hôtels, à des fondations artistiques. Mais elle n'avait jamais fait le lien. Et maintenant, elle était face à l'héritier de cet empire, qui lui demandait de jouer sa femme. « Vous aviez prévu quelqu'un, non » demanda-t-elle, plus par curiosité que par accusation. Il hocha la tête. « Oui, une amie, une vieille connaissance. On avait convenu d'annoncer des fiançailles symboliques, rien de réel. Mais elle m'a trahi. Elle a tout révélé à Élise. Et Élise a tout intérêt à ce que j'échoue. » Ce nom résonna dans l'esprit de Camille. Elle se souvenait de cette femme au sourire tranchant, dans le groupe à qui elle avait été présentée. Élise. Elle n'avait pas dit grand-chose, mais son regard en disait long. « Alors vous avez improvisé. Et je suis devenu votre plan de secours. » Il esquissa un sourire désolé. « Pas un plan de secours, une intuition. » Camille soupira, fatiguée de la tournure que prenait cette soirée. Elle était venue pour s'assurer que les serveurs circulaient correctement, que les invités avaient leurs cartons, que les discours s'enchaînaient sans accroc. Pas pour sauver un millionnaire désespéré de la ruine familiale. Et qu'attendez-vous de moi, exactement? Que je reste à vos côtés toute la soirée? Que je joue la femme aimante et attentionnée? Exactement. Ce soir seulement. Et demain, vous pourrez disparaître si vous le souhaitez. Personne ne saura rien. Je vous assure que vous serez généreusement dédommagé. Elle se leva brusquement, comme piquée. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Morel. Il haussa un sourcil, surpris par sa réaction. Elle-même l'était. Mais elle continua, la voix plus assurée. « Je veux savoir à quoi je m'engage. Je ne veux pas de demi-vérité. Si je vous aide, ce sera à mes conditions. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends. Et je respecterai tout ce que vous exigerez. » Elle se rapprocha presque à contre-cœur, sentant l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Il y avait quelque chose de vertigineux à s'inventer une vie, même pour quelques heures, mais aussi quelque chose d'irrésistible. Comme si, pour une fois, elle pouvait sortir du cadre, exister autrement. « Très bien, » dit-elle finalement. « Mais si je découvre que vous me cachez encore quelque chose, ce jeu s'arrête, immédiatement. » Le regard de Théo s'adoucit. « Vous avez ma parole. » Et tandis qu'il lui tendait à nouveau la main, cette même main qu'il avait arrachée à son invisibilité plus tôt dans la soirée, Camille la prit, consciente que plus rien ne serait comme avant, ni pour elle, ni pour lui. Ils retournèrent ensemble vers le cœur de la fête, 2 étrangers liés par un mensonge partagé, mais qui déjà commençait à peser comme une vérité en devenir. La musique s'élevait encore dans les hauteurs du palais Garnier, mais pour Camille, les notes semblaient désormais lointaines, presque irréelles. Elle avançait aux côtés de Théo comme si un fil invisible la tirait à travers la salle. Chaque pas, chaque regard croisé, chaque sourire échangé devenait un fragment d'un théâtre improvisé, où elle incarnait un rôle pour lequel elle n'avait reçu aucun script, mais qu'elle devait jouer à la perfection. Elle sentait déjà le poids de cette mascarade sur ses épaules, mais refusait de le montrer. Autour d'eux, les conversations s'interrompaient brièvement, les visages se tournaient avec curiosité. L'apparition inattendue de Théo Morel avec une prétendue épouse créait une onde de surprise dans l'assemblée. On murmurait des hypothèses, on échangeait des regards entendus. Le fils du légendaire Augustin Morel, si longtemps discret, faisait enfin parler de lui, et pas avec une conquête éphémère, mais avec une femme présentée comme sa compagne officielle. Camille sentait les yeux la traverser, évaluer son allure, chercher les signes d'une ascension sociale mal dissimulée. Elle n'était pas préparée à ça. Elle n'avait ni la prestance d'une habituée des tapis rouges, ni la désinvolture d'une héritière. Pourtant, elle marchait avec une assurance feinte, le bras de Théo frôlant parfois le sien, renforçant l'illusion d'un couple soudé. Ils s'arrêtèrent devant un groupe d'hommes en costume, entourés de quelques femmes aussi élégantes qu'ennuyées, dont les accents trahissaient des origines diverses. Anglais, Italiens, Brésiliens. Des investisseurs, comprit Camille, à la manière dont Théo se redressa, prenant une posture plus formelle. Il échangea quelques mots en anglais, puis se tourna vers elle avec un sourire mesuré. « Messieurs, dames, je vous présente ma femme, Camille Morel. » Il avait prononcé ces mots avec naturel,
comme s'ils avaient été mariés depuis des années. Camille sentit une bouffée de chaleur envahir son visage, mais elle tint bon. Elle serra quelques mains, répondit à des salutations en plusieurs langues, tout en gardant un sourire aimable. Une femme d'une 50aine d'années, manifestement l'épouse d'un des investisseurs, la détailla longuement avant de lui demander d'où elle venait. Camille hésita une fraction de seconde. Puis, avec une assurance retrouvée, elle répondit « Je suis née à Bordeaux, mais je vis à Paris depuis mes études. » C'était vrai. Un détail sincère, glissé dans le tissu du mensonge. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle l'avait dit ainsi, mais elle sentait que garder quelques fragments de vérité la sauverait peut-être de se perdre complètement dans ce rôle. Pendant le dîner, organisé dans un salon adjacent, elle fut placée à la droite de Théo. Devant eux, un menu en 3 langues annonçait une succession de plats raffinés qu'elle aurait à peine osé nommer. Les couverts en argent, les verres en cristal, les serveurs en gants blancs, tout brillait d'une perfection glaciale. Et pourtant, Camille se sentait de plus en plus étrangère à ce monde, même si elle en jouait désormais une protagoniste. À plusieurs reprises, elle croisa le regard d'une femme assise à quelques places de là, Élise. Son visage était figé dans une expression neutre, mais ses yeux la transperçaient avec une acuité troublante. Camille comprit sans effort que cette femme ne croyait pas une seconde à cette histoire de mariage. Elle savait, ou pressentait, qu'il y avait quelque chose de faux dans cette idylle trop soudaine, ce qui la rendait d'autant plus dangereuse. « Élise a grandi avec moi », murmura Théo à l'oreille de Camille pendant qu'un plat était servi. « Elle est la fille de la sœur de mon grand-père. On a été élevés ensemble, presque comme frère et sœur, mais disons qu'elle n'a jamais vraiment accepté l'idée que je sois l'héritier naturel. » Camille hocha la tête, tout en feignant l'indifférence aux yeux des convives. Chaque mot de Théo ajoutait une nouvelle couche à ce tissu complexe de relations, de secrets familiaux et de rivalités silencieuses. Elle n'était plus seulement une figurante dans une mascarade mondaine. Elle entrait dans un jeu de pouvoir bien plus vaste, où chaque sourire pouvait cacher un piège. Pendant qu'un serveur déposait un médaillon de veau décoré de fleurs comestibles dans son assiette, Camille se força à paraître calme. Mais au fond d'elle, 1000 questions la traversaient. Pourquoi Théo avait-il risqué autant sur une inconnue? Était-ce vraiment uniquement par désespoir? Et pourquoi elle ne parvenait pas à se détacher de cette étrange sensation d'être là où elle devait être, malgré l'absurdité de la situation? La conversation autour de la table reprit, mêlant affaires, souvenirs de voyage et références à des événements mondains. Camille répondit parfois toujours avec prudence. Elle découvrait une aisance en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Elle improvisait avec une justesse presque naturelle. Peut-être parce que depuis des années, elle observait ce monde de loin, le servant sans jamais y entrer. Ce soir, pour la première fois, elle en faisait partie. Après le dessert, Théo l'invita à s'éloigner quelques instants. Ils traversèrent un couloir richement décoré, puis s'arrêtèrent dans un petit salon privé, aux murs tapissés de portraits anciens. « Vous avez été remarquable », dit-il en se servant un verre d'eau. « Si je ne savais pas que tout cela est une mise en scène, je jurerais que nous sommes vraiment mariés. Peut-être que c'est ce qui rend votre mensonge crédible, répondit-elle. Vous avez choisi quelqu'un qui s'est observé. Il sourit, sincèrement cette fois. Vous êtes bien plus que ça, vous avez une présence, une élégance, discrète, mais puissante. Camille détourna les yeux. Elle n'était pas habituée à ce genre de compliments, encore moins lorsqu'il venait d'un homme comme lui. Mais elle sentait que derrière ces mots ne se cachait aucune flatterie intéressée. Il parlait avec une forme de respect, peut-être même d'admiration. Elle s'assit sur un canapé ancien et le regarda, plus sérieusement. « Vous m'avez dit une partie de la vérité, mais pas tout. Qu'est-ce qui vous fait si peur pour que vous soyez prêt à inventer une épouse ?» Théo resta silencieux un moment, puis répondit sans détour. « Ce n'est pas la peur de perdre l'entreprise. C'est la peur de trahir ce que mon grand-père voulait. Il croyait en moi. Il m'a tout donné. Et je n'ai jamais réussi à construire une vie stable. Des années à fuir les responsabilités, à éviter les engagements. Ce mensonge, ce soir, c'est peut-être la première chose que je fais vraiment pour lui. Même si c'est faux, au moins, j'essaie. » Camille le regarda longuement. Elle comprenait mieux maintenant. Ce n'était pas seulement un homme riche cherchant à sauver son héritage. C'était un petit-fils tentant désespérément de mériter l'amour d'un aïeul disparu. Et dans cette quête bancale, elle était devenue un élément essentiel. Elle se leva, s'approcha lentement, puis lui tendit la main une fois encore.
Alors, allons jusqu'au bout. Pour ce soir. Demain, on verra. Et tandis qu'ils retournaient ensemble vers la salle principale, elle sentit que le rôle qu'elle jouait ne lui était plus aussi étranger. Le mensonge prenait forme. Et quelque part en elle, une part infime mais bien réelle commençait à y croire. Le tumulte de la soirée s'était enfin estompé. Le palais Garnier, qui vibrait encore quelques heures plus tôt d'élégance, de murmures feutrés et de rires cristallins, s'assoupissait lentement dans une sorte de calme suspendu. La plupart des invités avaient quitté les lieux, emportant avec eux leurs promesses échangées et leurs secrets chuchotés. Camille, encore vêtue de sa robe noire, arpentait les couloirs désormais vides, ses talons résonnant sur le marbre froid comme une mesure lente d'un morceau en fin de partition. Le silence laissait place au doute. Elle avait été emportée dans une mise en scène qu'elle n'avait ni prévue ni désirée. Pourtant, à chaque instant de cette nuit, elle avait ressenti une étrange lucidité, comme si elle avait toujours su comment réagir, comment regarder, comment mentir sans trébucher. Mais maintenant que les regards s'étaient détournés, maintenant qu'il n'y avait plus de spectateurs, elle ne pouvait plus faire semblant. Il était temps de comprendre pourquoi elle était là, pourquoi Théo avait réellement besoin d'elle. Il l'avait invitée à le rejoindre dans un bureau temporairement réquisitionné pour l'événement. Là, les murs étaient nus, le mobilier fonctionnel, sans faste. Un contraste total avec l'opulence des salons voisins. Théo l'y attendait, appuyé contre une table, les manches de sa chemise légèrement retroussées, un verre d'eau à moitié plein posé près de lui. Il semblait différent, moins sur ses gardes, plus humain. « Vous vouliez des réponses ?» dit-il dès qu'elle entra. « Vous les méritez. » Camille referma la porte derrière elle, s'adossa contre le bois, les bras croisés, le regard fixé sur lui. Elle n'avait pas besoin de parler. Il savait pourquoi elle était là. Théo sortit d'un dossier un document jauni, qu'il déposa délicatement sur la table. « Voici une copie du testament de mon grand-père, du moins la partie qui me concerne. » Camille s'approcha lentement. Ses yeux parcoururent les lignes denses, l'écriture formelle, les clauses numérotées. Une phrase attira son attention. « Le transfert de la majorité des parts du groupe Morel à mon petit-fils Théo Morel ne pourra avoir lieu qu'à la condition qu'il soit marié légalement avant le jour de son 35e anniversaire. » Elle releva les yeux abasourdie. « Ce n'est pas une métaphore? Ce n'est pas une condition morale? Il fallait vraiment que vous soyez mariés, légalement ?» Il acquiesça, le regard grave. Mon grand-père croyait au symbole. Pour lui, le mariage représentait la stabilité, la maturité, l'engagement. 3 qualités qu'il jugeait indispensables pour diriger l'empire qu'il avait bâti. Il voulait être certain que je sois prêt, que je ne sois pas ce jeune homme capricieux qu'il avait trop souvent vu dans les journaux. Et vous avez tenté de lui prouver que vous l'étiez en organisant un faux mariage. J'ai tenté de gagner du temps, confessa-t-il. Pendant des années, je pensais que j'aurais une révélation, que je rencontrerais la bonne personne. Mais les années ont filé. Et quand il est mort l'année dernière, je me suis retrouvé face à ce compte à rebours. Il fit une pause, puis reprit plus doucement. Je croyais que j'allais pouvoir convaincre une amie et quelqu'un de mon entourage d'officialiser une union temporaire, mais tout s'est effondré quand Élise a découvert le plan. Camille se souvint du regard acéré d'Élise, de sa posture froide, de l'intensité avec laquelle elle l'avait observé. Elle n'était pas simplement une invitée. Elle avait un rôle plus grand dans cette pièce. Qui est-elle vraiment, Élise? Théo s'assit, visiblement fatigué. Elle est ma cousine, du côté maternel. Elle n'a pas les droits de succession directe, mais elle possède une partie des parts de l'entreprise. Et si je ne remplis pas la condition, elle devient l'actionnaire majoritaire. Elle n'a jamais voulu de l'entreprise pour la faire prospérer. Elle veut la vendre, la découper, profiter du capital, et pour cela, elle doit me faire échouer. Camille sentit une vague de compréhension l'envahir. Tout prenait sens soudainement. Cette soirée, ce rôle, ce besoin d'improviser, c'était une tentative désespérée de sauver un héritage familial d'un démantèlement certain. Et vous pensiez qu'en m'amenant ici, en me présentant comme votre épouse, vous pourriez gagner du temps, convaincre les investisseurs. Et le reste? Il hocha lentement la tête. Gagner quelques jours, annoncer un mariage dans l'urgence, organiser une cérémonie express. Il suffit d'un acte notarié, d'un enregistrement officiel. Rien de plus. Camille s'écarta, les bras toujours croisés. Elle se sentait partagée entre la compassion pour cet homme qui tentait désespérément d'honorer une promesse posthume et l'inquiétude
face à l'ampleur de ce qu'il lui demandait. « Vous réalisez ce que vous me demandez, Théo ? Ce n'est pas une pièce de théâtre. Ce n'est pas juste une photo dans un journal. C'est un engagement juridique, légal, avec toutes les conséquences que cela implique. Je sais, et je ne vous demande pas de décider ce soir, mais je devais vous dire toute la vérité. Vous méritez de savoir dans quoi vous mettez les pieds. » Elle s'approcha de la fenêtre, regarda les lumières de Paris briller sous le ciel noir. Elle pensa à sa vie jusqu'ici, à son travail invisible, à ses soirées solitaires, à cette impression persistante d'être toujours à côté de l'histoire, jamais dedans. Et maintenant, voilà qu'un homme, aussi improbable qu'il soit, lui proposait de devenir l'actrice principale d'un chapitre décisif de sa vie. Et si je refusais? Alors je trouverais une autre solution, moins élégante, moins sûre, mais je ne vous forcerai jamais. Il s'était levé, s'approchant d'elle, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle sente sa présence. Il parlait avec une sincérité déconcertante, sans pression, sans manipulation. Ce n'est pas juste une affaire d'argent ou de pouvoir. C'est la dernière chose que je peux faire pour mon grand-père, et peut-être la première fois que je me bats vraiment pour quelque chose. Camille ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder longuement, silencieusement. Quelque chose en elle bougeait, lentement, un mouvement subtil mais profond. Et ce n'était pas l'argent qu'il lui avait proposé plus tôt. Ce n'était pas non plus le prestige ou la tentation d'un monde doré. C'était autre chose, une sensation étrange, nouvelle, comme si cette histoire, aussi folle soit-elle, avait ouvert une porte qu'elle n'avait jamais osé pousser. Quand elle quitta la pièce quelques minutes plus tard, elle ne lui avait pas encore donné de réponse. Mais dans son regard, il y avait moins de doute, moins de peur, et peut-être déjà l'ombre d'une décision en formation. Le matin s'était levé sur Paris avec une lumière pâle, douce et presque hésitante, comme si l'automne n'osait pas encore prendre pleinement possession de la ville. Camille, assise dans un petit café du 9e arrondissement, fixait son croissant sans vraiment y toucher. La nuit avait été courte, peuplée de pensées désordonnées, de phrases qu'elle aurait aimé dire différemment, et de regards qu'elle n'arrivait pas à oublier. Elle avait quitté le palais Garnier quelques heures plus tôt, mais l'écho des révélations de Théo la poursuivait comme une mélodie obsédante. Un mariage, même fictif pour sauver un empire. Une clause testamentaire étrange mais contraignante. Une cousine prête à tout pour prendre le pouvoir. Et elle, Camille Durand, assistante discrète, soudain plongée dans un scénario si invraisemblable qu'il semblait tout droit sorti d'un roman. Elle avait besoin de s'ancrer à quelque chose de tangible, de vrai. Alors elle avait fait ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle se sentait perdue. Elle avait fouillé dans les souvenirs. Son appartement, modeste mais chaleureux, conservait encore quelques boîtes que sa mère lui avait laissées. Des boîtes qu'elle n'avait pas ouvertes depuis des années. En fouillant parmi les tissus, les lettres jaunies, les vieux boutons et les carnets de croquis, elle avait découvert quelque chose d'étrange. Un carton plié, portant un nom qu'elle n'avait pas lu depuis longtemps. Maison Morel, atelier de couture, Paris, service privé. À l'intérieur, une série de croquis de robes de soirée, certaines griffonnées à la main, avec la mention « Mademoiselle Élise, ajustement col, taille ». Le choc avait été immédiat. Sa mère, couturière modeste, avait travaillé pour la famille Morel. Elle l'avait mentionné vaguement un jour, comme un souvenir perdu dans le flot de conversation de leurs petits 2 pièces à Bordeaux. Mais jamais Camille n'avait fait le lien entre cette maison de couture pour laquelle sa mère avait cousu en silence et l'empire familial que Théo tentait aujourd'hui de sauver. Elle avait passé une partie de la matinée à feuilleter ses croquis, à chercher d'autres indices. Parmi les papiers, elle trouva une vieille photographie en noir et blanc un peu cornée. On y voyait 3 femmes posant devant un atelier de couture, en tablier, souriantes. Derrière elles, un petit garçon blond, les bras croisés, l'air boudeur. Camille le reconnut instantanément. C'était Théo. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Et à côté de lui, dans un coin de la photo, une silhouette qu'elle reconnut avec un frisson. Elle-même, à l'âge de 5 ou 6 ans, tenant la main de sa mère. Elle avait connu Théo, enfant. Le souvenir était flou, presque effacé, comme un rêve ancien qu'on ne distingue qu'à travers un voile. Elle se rappelait vaguement d'un garçon qui lui avait volé une poupée un après-midi dans une grande maison où sa mère travaillait. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il s'agissait du même homme, des années plus tard, dans un palais doré, lui demandant de devenir sa femme devant une foule d'inconnus. Le passé qu'elle croyait scellé
revenait frapper à sa porte avec une précision déconcertante. Elle n'était pas totalement étrangère à cette histoire. D'une certaine manière, elle en faisait déjà partie. En fin de matinée, poussée par une impulsion qu'elle ne sut pas expliquer, elle se rendit aux archives de l'agence d'événementiel pour laquelle elle travaillait. Elle avait besoin de vérifier quelque chose, de comprendre si ce lien n'était pas le fruit d'une illusion. En fouillant dans les dossiers récents, elle retrouva la fiche du gala organisé au Palais Garnier. Parmi les pièces jointes, une liste des archives décoratives utilisées, y compris une sélection de photographies anciennes choisies pour orner les couloirs de l'entrée. Son regard s'arrêta sur une mention « Collection privée Morel, atelier 1978-1990 ». Elle demanda l'accès à la sélection utilisée. Dans une pochette cartonnée, elle retrouva plusieurs clichés agrandis. Hélas, au centre de l'un d'eux, une image identique à celle qu'elle avait retrouvée chez elle. Sauf qu'ici, elle était encadrée, légendée. Atelier de couture, personnel de l'année 1989, avec Théo Morel, héritier. Le doute n'était plus permis. Ce lien existait. Il avait été là depuis le début, tapi sous des années de silence, de distance, de coïncidences refoulées. Camille sentit un frisson la parcourir. Elle n'était pas une étrangère choisie au hasard. Elle appartenait, d'une manière étrange et inattendue, à l'univers de Théo bien avant qu'il ne la remarque dans cette soirée. En sortant des archives, elle décida de marcher, de laisser Paris l'envelopper un instant. Les rues du quartier Opéra grouillaient de passants, de klaxons, de vie. Mais en elle, tout était suspendu. Elle repensait à sa mère, à ces longues soirées où elle cousait à la main sans jamais se plaindre, racontant par bribes des anecdotes sur ses clientes exigeantes, sur les tissus délicats, sur « la maison », comme elle l'appelait. Elle n'avait jamais dit plus. Elle avait gardé ce pan de sa vie sous silence, comme si ce monde-là ne lui appartenait pas vraiment. Camille comprenait maintenant pourquoi elle se sentait si tiraillée. Ce n'était pas seulement l'absurdité de la demande de Théo, c'était le poids de cette mémoire invisible, de ses fils qui la reliaient à une histoire plus ancienne, plus vaste. Elle avait grandi loin de ce monde, mais il avait toujours été là, en arrière-plan, caché dans les coutures des robes que sa mère confectionnait à la lueur d'une lampe. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle prit la photo entre ses mains, la regarda longuement, puis la glissa dans son sac. Il était temps d'en parler à Théo, pas seulement du passé, mais de ce que cela changeait, de ce que cela éveillait en elle, car désormais ce n'était plus une simple comédie, c'était une histoire qui l'impliquait, qui réveillait en elle une identité enfouie, un lien ancestral qu'elle n'avait jamais su nommer. Et pour la première fois depuis le début de cette étrange aventure, Camille sentit qu'elle n'était pas seulement entraînée par les décisions des autres. Elle aussi avait quelque chose à défendre, quelque chose à revendiquer. Pas une part d'héritage, mais une place dans une histoire qu'elle n'avait pas choisie, mais qui, étrangement, l'avait choisie. Le ciel de Paris s'était chargé de nuages bas, donnant à la ville une teinte de plomb, comme si l'air lui-même hésitait à se libérer d'une tension silencieuse. Camille, pourtant, avançait d'un pas décidé dans l'allée bordée de tilleuls qui menait à l'hôtel particulier des Morel, situé dans un arrondissement huppé où chaque façade semblait taillée dans le marbre de l'histoire. Elle avait été invitée, ou plutôt convoquée, par Théo, qui lui avait proposé de passer en fin d'après-midi pour discuter des prochaines étapes. Mais dès qu'elle franchit les grilles noires ornées du blason familial, elle sentit que cette visite ne serait pas une simple formalité. Un majordome discret l'accueillit avec courtoisie, la conduisant à travers un couloir aux murs couverts de toiles anciennes. L'odeur de cire, de bois anciens et de cuir flottait dans l'air, une fragrance presque théâtrale. Camille ne se laissait pas impressionner. Les découvertes qu'elle avait faites la veille, la photographie retrouvée, le souvenir flou d'un enfant blond dans un atelier parisien, tout cela avait redéfini son rapport à ce monde. Elle n'était plus une figurante choisie au hasard. Elle avait un lien, même s'il était ténu, avec cette histoire. Et elle comptait bien le faire valoir. Mais Théo n'était pas là pour l'accueillir. À la place, c'est Élise qui apparut dans le salon d'hiver, un verre à la main, l'air parfaitement à l'aise dans son rôle de maîtresse de maison. Elle portait une robe d'intérieur en soie bleu nuit, sans effort apparent, comme si la perfection coulait dans ses veines. Son regard scrutait Camille avec cette même intensité froide, cette supériorité non dite qu'elle avait déjà manifestée lors du gala. « Camille, quel plaisir! Je craignais que vous ne veniez pas », lança-t-elle avec une voix douce mais glaciale. Camille, loin de se troubler, s'approcha du fauteuil qui lui faisait face
et s'y installa, croisant les jambes avec une assurance contrôlée. « Je croyais que Théo m'attendait, » répondit-elle calmement. « Il a été retenu par un appel important, mais je suis ravie d'avoir quelques minutes avec vous. Je crois qu'il est temps que nous parlions, franchement. » Le silence s'étira entre elles, dense, presque palpable. Élise reposa son verre, joignant ses mains sur ses genoux, avant de fixer Camille droit dans les yeux. « Je vais aller droit au but. Je sais que cette histoire de mariage est un mensonge, et je sais que vous n'êtes pas ici par amour. » Camille ne broncha pas. « Et que savez-vous de moi, exactement? Assez pour comprendre que vous êtes une femme intelligente, qui sait ce qu'elle veut, et que vous n'avez pas votre place dans cette maison. » Camille haussa un sourcil, un sourire à peine perceptible flottant sur ses lèvres. « Et quelle est votre place à vous, Élise? Je suis une Morel, de sang, pas par opportunisme. Je connais chaque pierre de cette maison, chaque décision prise par mon oncle, chaque sacrifice fait pour maintenir cet empire debout. Vous êtes arrivée comme une voleuse, au détour d'un gala, et soudain vous prétendez en faire partie. » Le ton était monté d'un cran, mais Camille resta calme. Elle savait que répondre avec colère serait céder du terrain. « Je ne prétends rien. Ce n'est pas moi qui ai mis en place cette situation. C'est Théo. Et visiblement, ça vous dérange plus que vous ne le laissez paraître. » Élise se leva lentement, fit quelques pas vers la fenêtre, le regard perdu dans les feuillages. Quand elle reprit la parole, sa voix était plus dure. « Théo est naïf. Il croit encore aux symboles, aux idéaux de notre grand-père. Il pense que l'amour peut sauver cette entreprise, que le mariage est une preuve de stabilité. Mais moi, je vis dans le réel. Et dans le réel, une femme comme vous ne reste pas. Elle prend ce qu'elle peut et s'en va. » Camille sentit une colère froide monter en elle, mais elle la contint. Elle avait entendu ce discours toute sa vie, qu'elle n'était pas assez, pas à sa place, pas faite pour ce monde. Et cette fois, elle ne laisserait pas passer. « Vous savez ce qui est réel, Élise ?» demanda-t-elle d'un ton posé. « C'est que votre famille a profité du travail de femmes comme ma mère, sans jamais les considérer autrement que comme des outils. C'est que votre nom a été brodé des milliers de fois par des mains invisibles. Et aujourd'hui, vous me traitez de voleuse, alors que c'est peut-être vous qui essayez de voler ce qui ne vous revient pas. » Élise se retourna brusquement, piquée au vif. « Faites attention à ce que vous dites. Vous ne savez rien de ce monde. Je sais que vous avez peur. Pas de moi, mais de ce que je représente. Une faille dans votre plan. Une inconnue qui pourrait déjouer votre petit échiquier bien organisé. » Un silence brutal suivit. Les deux femmes se fixaient désormais avec une intensité nouvelle, comme deux adversaires sur le point de s'affronter sans armes, mais avec des vérités comme projectiles. Camille se leva à son tour, reprenant son sac. « Théo sait ce que je suis. Et moi, je commence à comprendre ce que vous êtes. Alors si vous avez un message à faire passer, faites-le maintenant. Après, s'il sera trop tard. » Élise s'approcha d'elle, si près qu'elle aurait pu murmurer. Mais sa voix, bien que basse, était tranchante. « Ce n'est pas un jeu, Camille. Et Théo n'a pas besoin d'une autre déception dans sa vie. Il a déjà eu son lot. N'ajoutez pas votre nom à cette liste. » Camille, sans répondre, la fixa encore quelques secondes. Puis, elle tourna les talons et quitta la pièce, le cœur battant, mais la tête haute. Dehors, la lumière grise n'avait pas changé, mais Camille, elle, n'était plus la même. L'affrontement avec Élise avait ravivé quelque chose en elle, une fierté, une volonté, et peut-être même, au fond, un étrange besoin de défendre Théo, pas seulement contre Élise, mais contre lui-même, car plus elle avançait dans cette histoire, plus elle sentait qu'au-delà des apparences, quelque chose de profondément vrai était en train de naître. Et cette vérité, elle ne comptait pas la laisser s'effondrer sous les menaces d'une héritière amère. La pluie tombait doucement sur les pavés de la rue de l'Abbaye, dessinant des traînées irrégulières sur les vitres du petit café où Camille attendait. Elle avait choisi cette adresse en retrait, loin des boulevards bruyants et des regards inquisiteurs. Une table près de la fenêtre, un café noir devant elle, ses doigts tapotant nerveusement la porcelaine. Elle avait demandé à voir Théo en privé, sans cadre formel, sans majordome, sans costume 3 pièces. Elle avait besoin d'une conversation vraie, dépouillée du poids des obligations et du théâtre. Théo arriva avec quelques minutes de retard, vêtu d'un manteau sombre, les cheveux légèrement humides, l'air à la fois concentré et vulnérable. Il repéra Camille immédiatement et s'approcha sans hésiter. Lorsqu'il s'assit en face d'elle,
Aucun des deux ne parla pendant les premières secondes. Le silence n'était pas hostile, mais chargé. Il savait que ce moment allait marquer un tournant. « Merci d'être venu, dit-elle enfin, d'une voix posée mais ferme. « Merci de m'avoir proposé cet endroit, répondit-il avec un léger sourire. Ça change de nos précédents cadres de discussion. Justement, j'en ai assez des salons dorés, des regards en coin et des faux semblants. Si je dois continuer à jouer ce rôle, j'ai besoin de savoir exactement où je mets les pieds. » Théo acquiesça lentement. « Je comprends, et je suis prête à tout clarifier. » Camille s'appuya légèrement contre le dossier de sa chaise, le regard fixé sur lui. « Avant toute chose, je veux poser mes conditions. Si je continue à être votre épouse aux yeux des autres, je veux que ce soit fait à ma manière, avec des règles précises. Pas de décision prise sans moi, pas de nouvelles surprises, pas d'attentes implicites, et surtout, pas de zone d'ombre. » Il l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. Il savait qu'il n'avait plus le luxe de l'improvisation. « D'accord, quoi d'autre? Je veux savoir exactement ce que vous attendez de moi pour ces prochains jours. Je veux être incluse dans la stratégie, pas juste utilisée comme un pion sur un échiquier. Et je veux une garantie que si tout cela doit s'arrêter, je pourrai en sortir sans dommage. » Il pencha légèrement la tête, réfléchissant, puis sortit un petit carnet de sa poche. « Voilà ce que j'avais prévu, » dit-il en l'ouvrant. « Il y a 2 dîners à venir, un avec le comité des actionnaires français, l'autre avec le groupe d'investisseurs étrangers. Le notaire sera présent à l'un d'eux pour établir un acte d'engagement. Ensuite, il y aura un week-end dans la propriété familiale à Lyon, où je devrais être officiellement présenté comme homme marié. Après cela, on pourra clore cette mascarade, ou en décider autrement, si nécessaire. » Camille prit le carnet, le feuilleta lentement. Tout était précis, presque clinique. Noms, horaires, lieux. Elle n'avait jamais vu Théo aussi organisé. Cela l'étonna autant que cela la rassura. « Bien, » dit-elle en refermant le carnet. « Maintenant, à mon tour de proposer quelque chose. » Il attendit, intrigué. « Si je dois prétendre être votre femme, alors vous devez me laisser entrer dans votre univers. Pas seulement pour apprendre à jouer le rôle, mais pour comprendre qui vous êtes réellement. Je veux voir vos habitudes, vos doutes, vos contradictions. Pas seulement le visage que vous montrez en public. » Théo parut surpris par cette exigence. Il la regarda longuement puis hocha la tête avec lenteur. « C'est juste, et ce sera réciproque. Si je dois vous laisser m'accompagner dans ces événements, j'ai besoin de vous connaître, vous aussi. Pas seulement la Camille professionnelle, discrète et efficace. Je veux savoir qui vous êtes quand vous ne portez pas ce masque-là. » Ils se fixèrent, chacun conscient que ce qu'ils étaient en train de mettre en place dépassait déjà la simple comédie. Ce n'était plus un accord de circonstances. C'était un pacte intime, tacite, où la vérité commencerait à infiltrer les coutures du mensonge. Les jours suivants furent à la fois étranges et révélateurs. Camille emménagea temporairement dans l'un des appartements de Théo, situé non loin du Champ de Mars. Ce n'était pas un lieu ostentatoire, mais un espace soigneusement décoré, empreint de sobriété et de goût. Elle y découvrit un Théo différent, silencieux au réveil, maniaque du rangement, amateur de jazz et incapable de cuisiner autre chose que des œufs brouillés. Il passait des heures à relire d'anciens dossiers de l'entreprise, notant en marge des remarques presque obsessionnelles. Il ne parlait que très peu de son enfance, mais elle remarqua qu'il gardait dans sa bibliothèque une boîte contenant des objets soigneusement rangés, des photos, une montre ancienne, une lettre écrite à la main. De son côté, Camille s'ouvrit peu à peu. Elle raconta son enfance à Bordeaux, ses souvenirs flous de sa mère cousant tard le soir, les odeurs de tissus humides, la sensation des aiguilles oubliées dans les ourlets. Elle parla de ses études interrompues, de son emploi trouvé par nécessité, de sa peur constante de ne jamais être assez. Ils prenaient leur petit déjeuner en silence, parfois entrecoupés de phrases simples, mais lourdes de sens. Le soir, ils marchaient dans les rues de Paris sans direction précise, découvrant peu à peu une proximité inattendue. Un soir, alors qu'ils longeaient les quais de Seine, les lampadaires projetant des ombres longues sur les pavés humides, Théo s'arrêta soudain. « Tu sais ce qui m'étonne le plus dans tout ça ?» dit-il. Camille tourna la tête vers lui, interrogative. C'est à quel point tout ça paraît naturel, comme si on ne faisait pas semblant. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de regarder le fleuve, silencieuse, les mains dans les poches de son manteau. « Peut-être qu'on joue mieux qu'on ne le pensait, » murmura-t-elle.
Mais au fond d'elle, elle sentait que ce n'était pas seulement un jeu. Que cette proximité, ces silences partagés, ces éclats de rire fugaces qu'il s'autorisait enfin, tout cela commençait à créer une texture nouvelle, quelque chose qui ne ressemblait plus à une illusion. Le lendemain, elle reçut un appel d'une amie de son ancien lycée qui l'avait reconnue sur une photo circulant en ligne, prise lors du gala. La nouvelle du mariage de Théo Morel s'était répandue, et maintenant, Camille n'était plus invisible. Elle était la femme d'un homme puissant, du moins aux yeux du monde. Les regards changeaient, les messages affluaient, les souvenirs refaisèrent surface. Mais cette fois, elle ne se sentait pas fragile. Elle avait une place, une voix, et en se regardant dans le miroir ce soir-là, elle vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait, mais qu'elle commençait à aimer. Paris, habituellement indifférente aux petits drames privés de ses habitants, semblait soudain prêter l'oreille. Le vent s'était levé au petit matin, fouettant les toits de zinc et renversant les premières feuilles mortes sur les trottoirs lustrés par la pluie de la veille. Camille, encore à demi endormie, sortit de la chambre d'amis du vaste appartement de Théo, les cheveux en désordre, enfilant un pull trop grand sur sa chemise de nuit. Elle traversa le couloir en silence, se dirigeant vers la cuisine pour préparer son café habituel. Mais en entrant, elle trouva Théo déjà debout, le visage fermé, tenant son téléphone à la main comme s'il venait d'y lire une mauvaise nouvelle. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle en s'arrêtant sur le seuil. Il leva les yeux vers elle, puis déposa le téléphone sur la table, écran face vers le haut. « Regarde par toi-même. » Camille s'approcha, le cœur déjà un peu serré. Sur l'écran, un article d'un site de presse à sensation trônait en tête d'affiche « Mariage surprise de Théo Morel avec une inconnue. Le mystère Camille Durand. » Juste en dessous, une photo d'eux prise lors du gala, dans un angle qu'elle n'aurait pas soupçonné, les montrait en train de se regarder, elle souriant doucement, lui tenant sa main. Le cliché, superbe et trouble à la fois, avait été repris sans leur autorisation. Mais ce n'était pas le pire. Le contenu de l'article détaillait des éléments très précis de sa vie, son âge, son lieu de naissance, son parcours professionnel, le nom de l'agence où elle travaillait, son ancienne école. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, les doigts tremblants effleurant l'écran. Il suffit d'un nom lancé dans une salle remplie de journalistes et de photographes. Une personne curieuse, une recherche sur les réseaux sociaux, quelques appels. Ce monde ne pardonne rien. Il se nourrit de tout, répondit Théo d'un ton grave. Camille se sentit soudainement exposée, nue devant un public qu'elle n'avait jamais choisi. Elle avait accepté de jouer un rôle dans un théâtre privé, pas d'être projetée dans la lumière brûlante des projecteurs médiatiques. Son nom, si banal jusqu'ici, résonnait désormais comme une pièce d'actualité. Le reste de la matinée fut un tourbillon. Des appels, des messages, des notifications. Des collègues d'agence qui lui demandaient si c'était vrai, des connaissances perdues de vue qui ressurgissaient, des numéros inconnus qui laissaient des messages vagues, insistants. Même sa voisine de palier lui avait laissé un mot glissé sous la porte, moitié curieux, moitié moqueur. Camille ne savait plus où poser son regard. Chaque reflet, chaque écran, chaque vibration lui rappelait qu'elle avait franchi une frontière invisible. « Je suis désolée », souffla-t-elle à Théo en fin de matinée, assise sur le bord du canapé. « Pourquoi ? Ce n'est pas toi qui as causé cela. C'est moi qui ai dit oui. C'est moi qui ai accepté d'entrer dans ce monde. Et maintenant, tout m'échappe. » Il vint s'asseoir près d'elle, posant une main rassurante sur la sienne. « Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. C'est moi qui ai sous-estimé l'impact de cette histoire. J'aurais dû prévoir que ça finirait par fuiter. Et maintenant, comment on arrête ça? On ne peut pas. Pas complètement. Une fois que l'information est dehors, elle vit sa propre vie. Mais on peut décider comment y répondre. » Camille se leva, fit quelques pas dans la pièce, son esprit tournant à toute vitesse. « Je n'ai jamais voulu être célèbre. Je ne suis pas faite pour ça. Tout ce que je voulais, c'était comprendre pourquoi tu avais besoin de moi, te rendre un service. Maintenant, j'ai l'impression d'être dépossédée de mon identité. Tu peux encore choisir, ce n'est pas trop tard. Si, ça l'est. Parce que je me rends compte que ce n'est pas seulement une mise en scène, que ce que je ressens n'a plus rien à voir avec un rôle. » Il se leva à son tour, la rejoignant, l'expression plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue. « Dis-le-moi, ce que tu ressens. Vraiment. » Camille le regarda, droit dans les yeux. Elle hésita, mais quelque chose en elle céda.
Une digue intérieure, une retenue qu'elle portait depuis des années. Je suis tombé dans cette histoire comme on trébuche dans un rêve, et à force d'y croire un peu trop, j'ai oublié que c'était censé être un mensonge. J'ai commencé à t'écouter, à te regarder, à vouloir comprendre ce qui t'habite. Et maintenant, je ne sais plus si je peux revenir en arrière. Le silence tomba dans la pièce, lourd et fragile à la fois. Théo baissa légèrement la tête, comme touché par un coup qu'il n'avait pas vu venir. « Camille, je ne voulais pas que tu portes ça seule. Je pensais contrôler la situation, maîtriser les contours, mais je ne savais pas que je serais le premier à perdre pied. Tu dis ça parce que tu te sens coupable, pas parce que c'est vrai. » Il s'approcha d'un pas, plus proche. Trop proche pour que Camille puisse ignorer l'intensité de son regard. « Je dis ça parce que je ne sais plus jouer, moi non plus. Je ne sais plus faire semblant quand tu es là. » Elle détourna légèrement le visage, troublé, mais son cœur battait plus vite. Non pas de peur, mais d'une certitude nouvelle, effrayante et belle à la fois. Plus tard dans l'après-midi, alors que Camille tentait de calmer les messages incessants, elle reçut un appel inattendu. C'était son ancien professeur de littérature, un homme discret qui l'avait toujours encouragé à croire en ses mots, en sa voix. « Camille, je t'ai vu dans la presse ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais tu sembles différente, plus ancrée. Je voulais juste te dire, quoi que tu traverses, n'oublie pas qui tu es. » Ces mots, simples et posés, la frappèrent en plein cœur. Elle comprit alors que l'article, aussi violent et injuste qu'il fût, avait révélé une vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter. Elle existait. Elle avait une histoire, une valeur, une force. Le soir venu, elle rejoignit Théo dans son bureau. Il travaillait en silence, concentré. Lorsqu'il leva les yeux, il vit quelque chose de changé dans son regard. « Je ne veux plus me cacher, dit-elle. Si je dois continuer cette histoire, je le ferai à mes conditions, pas comme une ombre dans ta vie, mais comme quelqu'un qui a choisi d'y être, même si c'est compliqué, même si ça fait peur. » Théo ne dit rien. Il se leva, contourna le bureau et la prit dans ses bras avec une lenteur infinie. Et pour la première fois, il n'y avait plus de stratégie, plus de calcul, plus de théâtre. Il n'y avait qu'eux, deux êtres dépassés par une fiction devenue vérité. La nuit était tombée sur Paris avec une douceur inhabituelle, comme si la ville elle-même cherchait à suspendre le tumulte de ces derniers jours. Dans l'appartement silencieux, les volets entr'ouverts laissaient filtrer des halos dorés provenant des lampadaires de la rue. Camille était allongée sur le canapé du salon, un livre ouvert sur ses genoux, mais ses yeux ne suivaient plus les lignes imprimées depuis longtemps. Son esprit vagabondait, inlassablement ramené à cette conversation de la veille, à ces regards échangés avec Théo, à cette proximité qui ne tenait plus du jeu, mais d'un besoin profond, presque organique, d'être ensemble. Théo, quant à lui, avait passé la journée enfermé dans le bureau de son grand-père, au rez-de-chaussée de l'hôtel particulier familial. Depuis la parution de l'article, les réunions s'étaient enchaînées, les appels aussi. Il avait dû gérer les retombées, rassurer les actionnaires, calmer les spéculations. Mais à mesure que le monde autour de lui s'agitait, quelque chose en lui s'était figé. Une question lancinante le poursuivait. Jusqu'où était-il prêt à aller pour maintenir une image? Et si cette image n'était qu'un masque que son grand-père lui avait appris à porter, sans jamais lui demander s'il le désirait vraiment? Alors qu'il cherchait un ancien contrat dans l'armoire à dossier, son regard tomba sur une boîte en cuir poussiéreuse, glissée derrière une pile de classeurs. Il l'ouvrit par réflexe. À l'intérieur, des lettres anciennes, liées par un ruban de soie grise, certaines adressées à son père, d'autres à des partenaires d'affaires, et au fond, une enveloppe à son nom, scellée, sur laquelle on lisait simplement « À ouvrir seulement si tu doutes vraiment ». Ses doigts tremblèrent légèrement en la prenant. Il hésita longtemps. Puis, dans le silence du bureau, il déchira le seau de cire et déplia lentement le papier. « Mon cher Théo, si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose en toi chancelle. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Je t'ai élevé avec la rigueur d'un homme d'affaires, avec les exigences d'un monde que j'ai construit à la sueur de mes décisions. Je t'ai imposé une idée de l'héritage, de la responsabilité, de la stature. Mais j'ai compris trop tard qu'un nom, une fortune, une entreprise, ce ne sont pas des choses qu'on lègue, ce sont des poids qu'on transmet. J'ai vu en toi un successeur, pas assez un petit-fils. J'ai voulu te façonner à mon image, croyant que c'était là ma mission. Mais maintenant que mes jours sont comptés,
Je me demande si je n'ai pas oublié l'essentiel. Tu mérites d'aimer librement, de choisir ta vie, pas d'en hériter comme on hérite d'un immeuble ou d'un tableau. Le mariage que je t'ai imposé dans mon testament n'était pas une punition ni un caprice, c'était une épreuve, un test pour savoir si tu suivrais la logique ou ton cœur. Si tu doutes, Théo, souviens-toi, le véritable amour ne se forge pas sous la contrainte, il ne dépend d'aucune clause, il n'a besoin ni de preuves ni de délai, il se vit. Et s'il doit venir à toi, il le fera malgré tout. Ton grand-père, Augustin Morel. Théo resta longtemps immobile après avoir lu ces lignes. Ses yeux s'étaient embués, non de tristesse, mais d'un mélange d'apaisement et de douleur. Pour la première fois, il sentait que son grand-père ne lui avait pas laissé un piège, mais une possibilité, celle de se choisir lui-même, de se libérer. Il monta l'escalier d'un pas lent, la lettre serrée dans sa main. Il trouva Camille dans le salon, toujours plongée dans ses pensées. Lorsqu'elle le vit, elle sut immédiatement que quelque chose avait changé. Il s'approcha, s'assit près d'elle, puis lui tendit le feuillet sans un mot. Elle lut lentement. Chaque mot résonnait comme un miroir de leurs dernières semaines, de leurs doutes, de leur silence. Lorsqu'elle termina, elle resta un moment sans parler. Puis elle leva les yeux vers lui. « Tu savais qu'il t'aimait vraiment au fond. Je crois que je l'espérais, mais je n'avais jamais eu de preuves, jusqu'à aujourd'hui. » Ils restèrent ainsi, sans se toucher, mais liés par cette lettre comme par une corde invisible. Le silence, cette fois, n'était pas une fuite. C'était une réponse. « Est-ce que tu comptes tout arrêter maintenant ?» demanda-t-elle. Il inspira profondément, comme si la réponse lui coûtait. « Je ne sais pas encore. J'ai passé tellement d'années à me conformer à ce qu'il attendait de moi. J'ai oublié ce que moi je voulais. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux, Théo? Vraiment ?» Il tourna la tête vers elle, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Non plus comme une solution, un rôle à jouer, un stratagème, mais comme une personne, une présence, une femme qu'il avait apprise à écouter, à découvrir, à estimer au-delà des circonstances. Je veux que ce qui se passe entre nous ne soit plus dicté par un testament, ni par la peur de perdre quelque chose. Je veux savoir si ce que je ressens est réel, si ce que toi tu ressens l'est aussi. Elle acquiesça doucement. Moi aussi. Et je veux que ce soit libre. Choisis. Elle se leva, marcha jusqu'à son sac, en sortit un carnet qu'elle utilisait pour ses notes personnelles. Elle arracha une feuille, prit un stylo et se mit à écrire. Théo, surpris, la regarda sans comprendre. Lorsqu'elle eut terminé, elle lui tendit le papier, soigneusement plié. « C'est ma réponse, mais tu n'as pas besoin de la lire tout de suite. Tu la liras quand tu seras prêt. Comme toi avec la lettre de ton grand-père. » Il prit le papier avec respect, comme on accepte un cadeau précieux. « Tu me fais confiance à ce point ? Je crois que c'est la seule chose qui nous reste, si on veut savoir si tout ça peut devenir vrai. » La nuit s'étira en silence. Ni rupture, ni promesse, juste deux êtres au bord d'une décision. Mais cette fois, sans héritage, sans condition, sans spectateurs, seulement eux et le choix à venir. La nuit avait enveloppé Paris d'un manteau sombre et silencieux. Le ciel ne laissait filtrer qu'un voile ténu de lumière, comme une promesse tenue à demi-mot. Dans un restaurant discret, niché au fond d'une ruelle pavée du 6e arrondissement, une table avait été réservée pour deux. Les murs étaient couverts de cadres anciens, et l'éclairage, tamisé, rendait chaque détail plus intime, chaque ombre plus dense. C'était là, entre une délicatesse de velouté et un filet mignon délicatement nappé, que Théo avait invité Camille à venir, non pour jouer un rôle, mais pour prendre une décision. Quand elle entra, il était déjà assis, la regardant par-dessus le bord de la carte. Son costume sombre, simple, paraissait choisi pour ne pas attirer l'attention, mais ses yeux brûlaient d'une intensité que nul vêtement ne pouvait dissimuler. Il se leva et l'accueillit d'un mot silencieux. Autour d'eux, les autres convives semblaient contourner leur table, comme si cet espace avait été isolé par une gravité silencieuse. Ils prirent place. Le silence s'installa aussitôt, lourd et chargé. C'était un silence de choses non dites, d'attentes trop pesantes, d'émotions contenues. Théo posa son menu mais ne le consulta pas. Il se pencha vers elle, la voix basse. « Merci d'être venu. Ce dîner, il n'est pas un simple événement. Je veux que ce moment soit un tournant. » Elle acquiesça, consciente que cette soirée serait plus qu'un repas, que tout ce qu'ils avaient remis en scène jusque-là trouverait ici son point de bascule. Elle respira profondément, puis dit
Je veux parler honnêtement, sans masque, ce que je ressens, ce que j'attends, ce que je crains aussi. » Il lui sourit doucement, ses mains se posant sur la table comme pour l'ancrer. Le ton de sa voix trahissait l'émotion contenue. « Je t'écoute. » Les plats arrivèrent, d'abord une entrée légère, puis un poisson délicat. Mais chaque bouchée semblait chargée de signification. Les couverts s'usaient, pas pour nourrir, mais pour marquer le fil de leur conversation. Ils parlèrent de leurs doutes, de leurs peurs. Camille avoua son sentiment d'être tombée dans un piège qu'elle voulait reprendre à son compte. Elle confessa combien elle avait résisté, combien elle avait hésité, combien le tumulte des médias l'avait fait vaciller. Mais elle dit aussi cette vérité fragile. L'impensable avait commencé à devenir réel. Elle avait commencé à croire en eux, pas à la farce. Et elle avait peur de se perdre dans un monde construit sur un mensonge qui les dépassait. Théo, de son côté, ouvrit son cœur comme il ne l'avait jamais fait. Il retraça ses années d'insécurité, sa peur de n'être jamais à la hauteur, son respect presque religieux envers son grand-père, sa culpabilité d'avoir utilisé une inconnue pour reprendre un monde qui n'était plus simplement le sien. Il parla des réunions, des pressions, de chaque minute où il se sentait coincé entre le devoir et l'envie. Mais surtout, il parla de ce qu'il ressentait pour Camille, au-delà des stratégies. Il dit qu'elle était devenue pour lui une vérité imprévue, un espoir qu'il n'osait plus appeler amour jusqu'à ce soir. Il tremblait légèrement, et ses mots venaient du creux de sa peur, celle de perdre ce qu'il avait commencé à gagner, mais pas un empire, une femme. Au moment du plat principal, il se leva doucement et se posta derrière la chaise de Camille. Il posa une main sur son épaule, mais ne la toucha pas. Il la regarda, patient, vibrant. Il prit une profonde inspiration. Puis il dit d'un ton mêlant vulnérabilité et résolution, « Camille, je suis prêt à renoncer à tout ce mensonge. Je te demande, non par obligation, non par clause, mais par désir sincère. Veux-tu rester à mes côtés? Non parce que tu dois, mais parce que tu le veux. » Le monde autour d'eux sembla retenir son souffle. Le silence pesait, doux et insupportable à la fois. Elle sentit le poids de sa réponse. Toute sa vie, jusqu'à ce moment, l'avait préparée à ce choix sans qu'elle le sache, celui d'accepter une vérité qu'elle n'avait pas cherchée, mais qu'elle sentait à l'intérieur d'elle. Elle se leva, marcha autour de la table, posa ses mains sur ses genoux. Ses yeux étaient clairs. Elle inspira et dit « Oui, je veux rester. Pas parce que tu as besoin de moi, ni parce que tu veux me faire entrer dans un testament, mais parce que je le veux. Parce que j'ai vu ce que je pourrais être à tes côtés quand je cesse de faire semblant. » Un sourire doux, émouvant, illumina le visage de Théo. Il s'assit à nouveau à sa place, les mains tremblantes. Il la regarda avec une gratitude silencieuse. Elle revint s'asseoir aussi, et leurs mains se trouvèrent enfin comme deux fils tendus qui se concluaient naturellement. Le dessert n'était plus qu'une formalité. Ils mangèrent en silence, mais c'était un silence apaisé, sans remords, sans stratégie. Les regards échangés suffisaient à raconter leur chemin jusqu'ici, à confirmer que le mensonge les avait amenés à un moment de vérité. Quand la note fut réglée par Théo, sans un mot inutile, ils quittèrent la table côte à côte. Dehors, la pluie fine s'était arrêtée. Le pavé luisait, les réverbères se reflétaient dans les flaques. Paris semblait les accueillir dans son silence nocturne. Ils marchèrent lentement, sans destination précise, la main dans la main pour la première fois réellement, non dans l'illusion d'un rôle, mais dans la confirmation d'un choix. Ce dîner ne fut pas une fin. Ce fut le seuil d'une nouvelle réalité, celle où le mensonge cessait d'être seule fondation, et où enfin il pouvait essayer de construire quelque chose de sincère à partir des cendres de l'illusion. Le lendemain du dîner, Paris s'éveilla sous une lumière douce et dorée, comme si la ville elle-même cherchait à bénir le choix que Camille et Théo venèrent de faire. Le ciel était limpide, les rues encore paisibles, les trottoirs lavés par la pluie de la veille brillaient comme s'ils avaient été polis pendant la nuit. Mais dans le calme apparent de cette matinée, le cœur de Camille battait avec une intensité nouvelle. Elle avait pris une décision irrévocable, non dictée par l'urgence ou la stratégie, mais par un désir profond, brut de vérité. Et maintenant, il lui restait à l'assumer pleinement. Elle s'était réveillée tôt, avant même que Théo ne sorte de sa chambre. Elle avait préparé un café, s'était assise à la grande table du salon et avait sorti une feuille blanche. Écrire lui avait toujours permis de démêler ses émotions, de comprendre ce qu'elle n'osait pas dire tout haut. Ce matin-là, elle ne voulait pas simplement parler.
Elle voulait offrir ces mots comme une trace de son choix, une déclaration intime, sans emphase, mais chargée de sens. Elle écrivit lentement, prenant soin de chaque phrase, de chaque silence entre les lignes. Puis une fois la lettre terminée, elle la plia avec précision, la glissa dans une enveloppe et la déposa sur la table, à la place de Théo, juste à côté de sa tasse encore vide. Ensuite, sans bruit, elle s'éclipsa pour une longue marche dans le quartier. Elle avait besoin d'espace, d'air, de recul, avant de savoir ce que ces mots provoqueraient en lui. Théo se leva 1 heure plus tard. Il descendit comme à son habitude, dans une chemise légère, encore somnolent, les cheveux ébouriffés. En entrant dans le salon, il vit l'enveloppe. Son prénom y était inscrit avec cette écriture qu'il commençait à reconnaître entre mille, à la fois nette et délicate. Il la prit entre ses mains, l'ouvrit doucement. Puis, il lut « Théo, je pourrais te dire tout cela en face, mais certaines vérités méritent d'être écrites, parce qu'elles vivent mieux sur le papier que dans la hâte d'une conversation. Tu m'as demandé hier ce que je voulais. La vérité, c'est que je ne le savais pas encore tout à fait. J'étais en chemin. Mais ce matin, je le sais. Je veux que tu saches ce que cette aventure a réveillé en moi. Au début, je me sentais comme une passagère clandestine sur le paquebot de ta vie, invisible, utilisée, tolérée. Et pourtant, jour après jour, tu as posé les yeux sur moi. Vraiment, tu as écouté mes silences, tu as respecté mes limites, tu as vu au-delà de ce que j'osais montrer. Grâce à toi, j'ai cessé de me cacher. Je me suis redressé. J'ai retrouvé des parties de moi que j'avais oubliées. Et puis, sans prévenir, je suis tombé dans cette tendresse inattendue qui a grandi entre nous. Je ne sais pas si c'est de l'amour, pas encore, pas avec les mots qu'on utilise dans les contes, mais je sais que c'est un besoin, celui d'être près de toi, non pour te sauver, mais pour te voir tel que tu es, sans masque, sans rôle. Tu m'as fait croire que j'étais capable d'autre chose. Tu m'as offert sans le vouloir une version de moi-même plus forte, plus entière. Alors voilà, je ne joue plus. Je ne prétends plus être ta femme. Je veux l'être si tu le veux aussi. Pas pour un testament, pas pour une entreprise. Juste pour nous. Camille. Lorsqu'il termina sa lecture, Théo resta assis un long moment, la lettre posée devant lui, ses doigts toujours serrés sur les bords du papier, comme pour en absorber la chaleur. Il ferma les yeux, respira profondément et sentit quelque chose se rompre en lui, une barrière, un poids, une ancienne peur. Il savait que ce qu'il vivait ne correspondait à aucune logique. Mais il savait aussi avec une clarté absolue qu'il ne voulait pas que cela s'arrête. Quand Camille rentra, elle le trouva dans le salon, la lettre toujours à la main. Il se leva, la regarda approcher. Elle ne dit rien. C'était à lui maintenant de parler. « Merci, dit-il simplement, la voix un peu rauque. « Tu l'as lu ?» Il hocha la tête, puis fit quelques pas vers elle. « J'ai cru que j'étais seul à perdre pied, à vouloir quelque chose que je ne comprenais pas encore. Mais tu viens de mettre des mots sur ce que je n'osais même pas penser. » Elle le regardait, tendue, incertaine. Elle n'attendait pas une réponse immédiate, mais elle ne voulait pas d'un silence non plus. « Ce que je ressens, poursuivit-il, ce n'est pas une projection. Ce n'est pas une conséquence de ce que nous avons vécu. C'est une construction. Chaque jour, chaque détail, chaque échange a fait naître quelque chose entre nous, quelque chose de solide. Et maintenant, je ne peux plus le nier. Je t'aime, Camille. Je t'aime comme on aime après s'être perdu, après s'être reconstruit. » Elle sentit ses jambes vaciller un instant. Le mot était tombé, net, sans emphase, mais porté par une vérité impossible à ignorer. Il n'était plus temps de douter. Elle s'approcha lentement, posa sa main sur la sienne. « Moi aussi, Théo, moi aussi. » Leurs regards se croisèrent. Et cette fois, il n'y avait plus de distance, plus de prudence. Le baiser qu'ils échangèrent alors n'avait rien d'un acte prévu, ni d'un symbole public. Il était intime, simple et d'une justesse bouleversante. Ils passèrent la journée ensemble, sans devoir, sans contrainte. Ils parlèrent peu, mais leurs gestes suffisaient à traduire ce changement. Ils riaient plus librement. Ils se touchaient avec une tendresse nouvelle. Ils se regardaient sans plus chercher à deviner les pensées de l'autre, mais avec la certitude d'être compris. Le soir venu, alors que le soleil disparaissait derrière les toits d'ardoise, Théo alluma une petite lampe près du canapé. Camille, assise à ses côtés, tenait sa main. Il se pencha vers elle et, dans un souffle, presque comme un secret, dit « Ce n'est plus un jeu. Je ne te demande plus rien par nécessité. Je voudrais juste
te faire une vraie demande. » Elle sourit, surprise mais émue, le cœur battant à l'unisson. « Quelle demande ?» Il se redressa légèrement, glissa une main dans la poche de son pantalon, en sortit un petit écrin qu'il ouvrit lentement. À l'intérieur, une bague simple, fine, sans ostentation, mais d'une beauté sincère. « Camille Durand, veux-tu devenir ma compagne, ma partenaire, celle que je choisis, pour de vrai cette fois ?» Elle le regarda longuement, et dans le silence chargé de promesses, elle répondit sans hésitation. « Oui, Théo, oui, je le veux. » Le mois de décembre s'était installé doucement sur Paris, couvrant les toits d'un givre discret et remplissant l'air d'une fraîcheur presque joyeuse. La ville brillait de 1000 petites lumières suspendues, comme si elle tentait, elle aussi, d'éclairer ce que les cœurs humains mettaient tant de temps à admettre. Camille observait la ville derrière la vitre du train, la tête appuyée contre le rebord de la fenêtre, les yeux perdus dans le paysage flou qui défilait au rythme cadencé des rails. À côté d'elle, Théo dormait, une main posée sur la sienne, paisible, détendue. Une rareté chez lui. Ils partaient ensemble pour la première fois, loin de Paris, loin de l'agitation des affaires, des regards, des doutes. La destination avait été une proposition de Camille. Une petite commune au sud de la Bourgogne, près de Mâcon, là où sa mère avait grandi, là où le silence régnait, où la terre parlait à ceux qui savaient encore l'écouter. Elle n'y était pas retournée depuis l'enfance. Trop de souvenirs, trop de non-dits, trop de blessures encore ouvertes. Mais maintenant qu'elle avait retrouvé un sens à sa propre histoire, il lui paraissait nécessaire d'y revenir. Non comme une fuite, mais comme une boucle qui se ferme. Ils avaient laissé derrière eux la tension des derniers jours, les questions des médias, la curiosité des proches, les obligations sociales. Théo avait prévenu son entourage qu'il prenait du recul, qu'il avait besoin d'une pause. Il n'avait rien précisé de plus. Pour la première fois depuis des années, il agissait non selon les attentes, mais selon son propre désir. Il avait refusé 2 réunions, décalé une signature et laissé son téléphone dans un tiroir. Camille, de son côté, avait posé quelques jours à son agence. Mais elle savait, au fond, qu'elle ne reviendrait pas de la même manière. Quelque chose en elle avait basculé. Ce qu'elle avait vécu avec Théo n'était pas une parenthèse, c'était une renaissance. Elle ne voulait plus de la place discrète qu'on lui assignait. Elle voulait créer et bâtir, s'impliquer dans quelque chose qui ait du sens. Et, étonnamment, c'était à ses côtés, dans cet équilibre fragile qu'ils avaient su inventer, qu'elle avait trouvé ce sens. En arrivant dans le village, tout semblait figé dans le temps. Les maisons en pierre, les volets en bois écaillés, l'odeur du feu de cheminée. Un chien traversa la place en silence, suivi du regard par une vieille femme assise sous un porche. Théo sortit en premier, inspira profondément, puis lui tendit la main. Elle la saisit sans hésiter. Ils logèrent dans une petite maison de famille, héritée d'une grande-tante de Camille. L'endroit avait été laissé tel quel depuis des années. Des meubles lourds, des nappes brodées, des photos jaunies accrochées au mur. Le chauffage était capricieux, l'eau chaude un luxe aléatoire, mais jamais le confort ne sembla leur manquer. Ils vivaient au rythme des promenades dans les vignes, des marchés du matin, des lectures au coin du feu. Ils cuisinaient ensemble, maladroitement parfois, mais avec ce plaisir simple qu'ils ne connaissaient pas à Paris. Et puis, il y avait les discussions, profondes, libres, sans peur de déplaire. Camille parlait de sa mère, de ses souvenirs épars, des robes cousues à la main, des soirées passées à l'attendre. Elle évoquait son enfance solitaire, sa pudeur, ses rêves d'évasion. Théo, lui, parlait de son grand-père avec une douceur nouvelle. Il racontait ses hivers dans les Alpes, ses étés en Corse, les longues heures passées à apprendre les codes du monde des affaires. Et aussi ses absences, ses failles, ses premières amours brisées par le poids des apparences. Ils se racontaient comme on se construit, sans se juger, sans chercher à séduire, mais pour tisser entre eux une vérité durable. Un matin, alors que le soleil filtrait à peine à travers les rideaux de lin, Camille se leva avant Théo. Elle enfila un manteau, sortit dans le froid vif, et marcha jusqu'au vieux lavoir à l'orée du village. Elle s'assit sur une pierre, regardant l'eau claire couler. Un souvenir lui revint, un moment presque oublié. Elle, enfant, courant sur ce même chemin poursuivie par un garçon blond qui riait. Elle n'était plus certaine de son nom, mais à présent, elle se demandait si ce n'était pas déjà Théo. Si, quelque part, leur histoire n'avait pas commencé bien avant qu'ils ne la reconnaissent. Quand elle revint,
Théo préparait le petit déjeuner. Il portait un pull trop grand, des cheveux en bataille, et avait allumé une bougie sur la table. Il la regarda entrer, son regard tendre, apaisé. « Tu étais où » demanda-t-il doucement. « Je me suis souvenu, répondit-elle. D'un été ici, d'un garçon qui riait. Je crois que c'était toi. » Il s'approcha, l'enlaça et murmura. « Alors, peut-être que notre histoire était écrite bien avant que l'on commence à l'écrire. » Ils passèrent encore 2 jours dans ce cocon hors du temps. Ils parlèrent de l'avenir, pas en termes de projets grandioses ou de promesses démesurées, mais de choix simples. Camille exprima son envie de créer une association pour former de jeunes stylistes, en hommage à sa mère. Théo proposa de soutenir ce projet, non comme mécène, mais comme partenaire. Il voulait mêler ses ressources à quelque chose de vrai, de vivant. Il ne parlait plus de mariage comme d'une formalité ou d'un contrat, mais comme d'une promesse libre qui viendrait en son temps. Leur dernier soir à la campagne fut le plus silencieux. Ils dînèrent près de la cheminée, regardant les flammes danser. Théo tenait la main de Camille, et dans ses yeux il n'y avait plus d'hésitation. Juste cette lumière calme, celle de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place. Et tandis que les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel limpide, Camille comprit que ce nouveau départ n'était pas une fuite, ni une parenthèse. C'était leur vrai commencement. Loin du bruit, loin des conventions. Là où le mensonge avait échoué à les définir, la vérité avait fini par les réunir. La fin d'après-midi s'étirait lentement sur les collines de Bourgogne, teintant le ciel d'un rose tendre et profond, comme si la lumière voulait elle aussi suspendre ce moment. Camille et Théo marchaient main dans la main, le long d'un petit chemin bordé de murets de pierres sèches. Leurs pas étaient silencieux, leurs gestes calmes, comme s'ils avançaient dans un espace hors du temps. Cela faisait plusieurs jours qu'ils avaient quitté Paris. Leur quotidien avait changé de rythme, leurs regards aussi. L'amour, désormais installé entre eux, n'était plus une hypothèse à vérifier, mais une certitude construite dans les silences partagés, dans les gestes simples, dans cette confiance née sans tapage. Ils s'étaient arrêtés pour quelques jours dans un hameau encore plus reculé, un lieu que Camille avait toujours voulu revoir. C'était là que sa mère était née, dans une maison en pierre blanche au toit pentu, aujourd'hui presque abandonnée, que les villageois appelaient encore la maison des Durand. Personne n'y habitait depuis longtemps, mais la mémoire semblait y flotter dans chaque recoin. Théo, qui l'avait suivi sans poser de questions, l'avait regardé déverrouiller la porte avec une clé rouillée retrouvée dans une vieille boîte. Ils y avaient passé la nuit, enveloppés dans des couvertures épaisses, écoutant le craquement du bois dans la cheminée et les murmures du vent contre les volets. Ce matin-là, Camille s'était levée la première, tirée par une intuition, un besoin d'air, de lumière. Elle avait préparé un sac, fait chauffer du thé, réveillé doucement Théo avec un baiser sur le front. Il n'avait rien dit. Il s'était levé, avait enfilé ses vêtements, et l'avait suivi, sans poser une seule question. Elle lui avait juste murmuré « Viens, j'ai quelque chose à te montrer ». Il marchait depuis près d'1 heure maintenant. Le sentier montait légèrement, traversant des vignes dénudées, des arbres au feuillage roux, des murs moussus. Camille connaissait ce chemin par cœur, même si elle ne l'avait pas emprunté depuis l'enfance. Elle savait où il menait, à une petite clairière cachée, là où sa mère l'emmenait parfois, lui racontant des histoires inventées ou des souvenirs qu'elle n'avait jamais partagés avec personne d'autre. Quand ils arrivèrent enfin, la lumière du soleil couchant baignait le lieu d'une clarté dorée. Au centre de la clairière, un vieux banc de pierre couvert de lichen. Autour, des fleurs sauvages malgré la saison, quelques pierres dressées comme des témoins anciens. Camille s'arrêta, serra la main de Théo un peu plus fort, puis se tourna vers lui. C'est ici que ma mère venait quand elle avait besoin de silence. Elle appelait cet endroit le cœur du monde. Elle disait que tout ce qui est vrai finit toujours par trouver son chemin jusqu'ici. Théo regardait autour de lui, touché par la beauté paisible du lieu, par la voix de Camille, par ce moment qu'elle semblait avoir préparé sans le dire. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Je t'ai amené ici parce que je veux que ce soit vrai, jusqu'au bout. Ce que nous avons construit, ce que nous avons traversé, ce n'était pas prévu, ce n'était pas rationnel, mais c'était nécessaire. » Il ne répondit pas tout de suite. Il la regardait avec une intensité douce comme s'il pesait chaque seconde de leur histoire. Puis, lentement, il posa un genou à terre, pas dans une grande mise en scène, pas avec emphase, juste avec gravité,
avec sincérité. Il sortit une petite boîte de sa poche différente de celle de Paris. Celle-ci était en bois clair, simple, sans ornement. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une bague fine, en or, surmontée d'une pierre discrète, presque transparente. Camille Durand, tu as transformé un mensonge en une vérité. Tu m'as appris que l'amour n'est pas toujours un coup de foudre. Parfois, c'est une lente révélation. Tu es devenue, chaque jour, celle que je ne savais pas attendre. Je ne veux pas te perdre. Pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je te choisis. Il marqua une pause. Son regard ne tremblait pas. Sa voix, elle, portait la vulnérabilité des grandes décisions. Veux-tu m'épouser? Pour de vrai cette fois. Pas parce que quelqu'un nous y pousse, mais parce que c'est ce que nos cœurs veulent, enfin librement. Camille sentit ses genoux faiblir légèrement. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pas de surprise, mais d'émotion pure. Elle s'agenouilla en face de lui, prit son visage entre ses mains et murmura « Oui, Théo, oui, je le veux. Pas parce que c'est le moment, mais parce que c'est toi. » Ils restèrent ainsi, à genoux dans la lumière dorée du soir, leurs fronts collés, leurs mains enlacées, les yeux fermés. Le monde autour d'eux semblait avoir disparu. Il n'y avait plus de testament, plus de familles à convaincre, plus de médias, plus de jeux de rôle. Il ne restait que deux êtres qui avaient traversé l'impossible et qui s'étaient trouvés dans un coin oublié de la France, à l'endroit exact où tout avait commencé à devenir vrai. Ils rentrèrent à pied, lentement, sans se presser, comme pour prolonger cette paix un peu plus longtemps. La maison les accueillit dans la pénombre. Ils préparèrent un dîner simple, partagé dans la chaleur d'un feu modeste. Aucun mot n'était nécessaire. Tout avait été dit, tout avait été décidé. L'avenir incertain n'était plus une menace. Il était un espace à construire ensemble. Et ainsi se termina cette histoire née d'un mensonge, portée par le hasard, mise à l'épreuve par les regards du monde. Une histoire qui, malgré les doutes, les peurs, les obstacles, avait trouvé sa vérité. Non pas dans les dorures d'un palais ou les colonnes d'un journal, mais dans le silence d'une clairière, au cœur d'un monde que deux âmes venaient d'unir librement, consciemment, tendrement.